quand on faisait les entraînements, quoi. Tu regardes, tu regardes la touche. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est de la magie, quoi. C'est vrai, c'était extraordinaire, quoi. La qualité des bonhommes, quoi. C'est des choses qu'on oublie un peu trop rapidement, mais la qualité des bonhommes, c'est primordial. Des gens sur qui tu puisses t'appuyer, que tu puisses discuter. De Sailly, ils avaient tombé le mur de Berlin, mais il en avait reconstruit un autre. C'était un monstre. Lisa, on en a eu des sacrés joueurs, hein. Moi, chaque entraînement, c'était le pied. Bon, l'événement le plus dramatique, c'est la blessure de Zizou le jour du match amical contre la Corée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des légendes. On se retrouve pour la deuxième partie de notre épisode consacré à René Girard, celui qui vraiment toute sa carrière, que ce soit de joueur ou d'entraîneur, a été sous-estimé par tout le monde, sauf par ses coéquipiers. Alain Girard lui-même disait que c'était tout sauf un bourrin. Et donc, on est vraiment très heureux, René, de t'avoir de nouveau pour la deuxième partie de cet entretien. Lors de la première partie, on s'était arrêté juste à la fin de la Coupe du Monde 82. Et ce qui est surprenant, c'est que tu cartonnes en club. Donc, tu es à Bordeaux jusqu'en 88, où vraiment tu fais partie des grandes heures de des épopées bordelaises, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Tu fais vraiment partie de la grande équipe de Bordeaux. Et pourtant, tu ne joues plus en équipe de France après ce match contre la Pologne. Comment tu l'expliques ça? On a fait, il y a eu la Coupe du Monde de 82, hein, qui s'est soldée comme on a pu le voir. Et puis, derrière, il y a eu l'Euro 84, hein. C'est un peu l'épanouissement de Luis, hein, Luis Fernandez qui arrivait petit à petit, qui faisait son trou, je dirais. Il s'est installé, il a été peut-être plus performant ou peut-être des relations un peu plus amicales au sein du groupe. Voilà, je me suis jamais trop expliqué parce que la Coupe du Monde 82 avait été une bonne période, quoi, hein. Alors bon, non, je crois que c'était un choix de Michel Delvaux. Je pense que Michel Patoche, bon, avait son mot à dire aussi, donc peut-être qu'il y a eu, je sais pas. Surtout que ça se touchait, hein, c'était deux compétitions qui étaient l'une derrière l'autre. Oui, c'était une déception, bien sûr. Plus on l'a gagné, quoi. Je veux dire, donc c'est d'autant plus frustrant, hein. Est-ce que tes coéquipiers à Bordeaux, ils t'en parlent de ça? Ils te font part de leur incompréhension? On en a parlé à chaud, ouais, à chaud. On était quand même, je crois, en 82, on devait être 7 ou 8 Bordelais. C'était la période un petit peu des années 80 où on a eu une autre décennie pour nous. Ouais, on a dominé quand même le football français à partir de 80 avec des résultats très incroyables sur le plan européen, sur le plan international. Et c'est vrai c'était difficile de pas en parler. Je veux dire, les 2 ans qui ont précédé, ben, on regarde toujours ça avec un peu, bon, c'est pas de la jalousie, c'est pas, mais on est un petit peu frustré, quoi, je veux dire, parce que faire un championnat d'Europe, faire le monde, c'est pas des choses qu'on fait tous les jours. Ce qui est d'autant plus surprenant pour nous, c'est que vraiment, on a parlé à beaucoup de tes coéquipiers de 82. Et vraiment, la mélodie lancinante qui revient des oreilles à chaque fois, c'est, bon, évidemment, ce dont on a déjà parlé, pourquoi tu joues pas cette demi-finale contre les Allemands, mais vraiment, c'est les qualités que tu as sur le terrain, cette qualité d'impact, cette qualité bon, d'aboyeur, bien sûr, de meneur d'hommes, mais aussi de qualité technique. Tu as quand même mis, je crois, une cinquantaine, une soixantaine de buts, ce qui est quand même, pour quelqu'un qui est qualifié défensif, c'est quand même énorme. Mais c'est surprenant, c'est vraiment surprenant de voir quelqu'un qui était tellement Ouais, apprécié par ses coéquipiers que c'est un peu une histoire je, manquée en équipe de France. je vais pas faire un petit exercice que j'aime pas trop faire, juste un petit peu, le miroir qui me renvoie un peu, je dirais, ce que j'étais. Je pense sincèrement que j'étais un joueur assez complet, en toute modestie, hein. J'étais pas un grand joueur, j'étais un joueur assez complet, qui à mes débuts, on jouait à Nîmes avec trois milieux, numéro 6, numéro 10, numéro 8. C'était très organisé. Donc, ce qui m'a mené à marquer pas mal de buts. J'étais un joueur aussi, chose qu'on m'a un petit peu reproché peut-être aussi. Alors, je l'étais aussi peut-être dans la vie. Je mâchais pas mes mots. Quand j'avais quelque chose à dire, je le disais. C'est pas des choses qui plaisent particulièrement. Donc, ouais, toujours, il y avait toujours,
Girard, oui, mais Girard, mais ouais, enfin bon, je dirais que je m'étais habitué à vivre avec ça. Hein, c'est pas ce qui m'a empêché de. Mais ça m'a peut-être fait louper quelques grandes compétitions qu'on vit qu'une ou deux fois dans sa carrière. Est-ce que tu en as parlé avec Hidalgo avant ou après? Ouais, Michel avait pour habitude de toujours passer un petit coup de fil aux joueurs qu'il avait eu, ou selon comme ça se passait. Mais bon, non, mais bon, je- des- comment je pourrais dire, ma position était assez claire, entre guillemets. Je n'étais pas particulièrement, je frappais la porte avant 80, mais j'étais pas un titulaire indiscutable. Je pense que d'être parti à Bordeaux m'a permis de m'épanouir et d'avoir une reconnaissance un petit peu internationale, puisque comme on faisait l'Europe quasiment tous les ans, l'UEFA, la Champions League aujourd'hui. Donc ça me permettait d'avoir un petit peu de recul par rapport aux décisions qui étaient prises. C'était pas ma première grande compétition. L'apport de cette Louis Bordelais me facilitait un petit peu, entre guillemets, un petit peu l'entrée dans le club France. Je crois que tout ça a fait que on en avait parlé, mais bon, ça me semble vraiment. Peut-être ce qui m'a touché le plus, c'est peut-être de sortir complètement du groupe. C'était voilà. Je regrettais un petit peu. J'étais pas. Je crois que tu vas avoir la trentaine. Hein. J'étais encore bien. Et le fait de quitter, surtout qu'on avait vécu 82, c'est une déception, mais ça a été une belle Coupe du Monde pour nous, avec une superbe équipe. Replonger derrière 2 ans après dans un championnat d'Europe, voilà, ça pouvait m'amener. Mais bon, Michel m'avait très simplement, voilà, j'ai fait le choix, c'est comme ça. Ben, c'était comme ça, je n'avais pas grand-chose à dire. Est-ce que tu es présélectionné ou vraiment t'es complètement blacklisté entre guillemets de l'équipe de France? Écoute, je me souviens pas comment l'après 82 s'est déroulé. Ouais. Je pense que j'avais joué l'Irlande avant 82, un match amical en préparation. Et non, non, j'étais sorti complètement du sérail, quoi. C'est comme ça. Alors tu parlais Mais de Louis, Louis. Pardon, ouais, vas-y. Louis, c'est arrivé, quoi. Je veux dire, bon, c'était une personne qui avait du talent aussi. On avait, voilà, avec des styles différents, mais des registres un petit peu identiques aussi, quoi. Bon, des joueurs rugueux, on lâchait rien. Je veux dire, dans l'équipe qui avait, des joueurs qui avaient été portés plutôt sur l'offensive. Donc, je crois que la recherche se faisait surtout là. Et puis, bon, le choix s'était porté sur Louis. Et bon, moi, je suis pas un genre à pleurer, à réclamer quoi que ce soit. C'était comme ça. Si on avait pris d'autres personnes, c'est que je pense on estimait que il y avait un équilibre qui se créait, qu'il y avait des choses un peu plus. Voilà. Dès la première année, je me suis posé des questions. Après, tu te dis, voici un pépin, si peut-être on m'a fait, bon, c'est pas sauter non plus. Je veux dire, il faut être un peu machiavélique pour sauter la blessure de quelqu'un pour pouvoir aller jouer en équipe. Alors tu parlais justement de Luis Fernandez. On avait eu Alain Roche sur le programme qui nous disait que Luis avait peur de toi sur le terrain. C'est-à-dire que souvent c'était un peu le chambreur qui asticotait les joueurs adverses, mais quand toi tu jouais, ça se passait pas. Est-ce que tu as des anecdotes ou des souvenirs un peu particuliers de vos confrontations? Ah, c'est vrai que ça mettait un peu de beurre dans les épinards, hein, quand elle était là. Ouais, Louis, c'est un peu plus jeune que moi, donc il y avait les arbitres, et je te parle et je te dis. Et j'ai plus de souvenirs de club, c'était quand il jouait au Racing avec Ali Ben Mabrouk. Il avait tendance un petit peu à se réfugier derrière Ali. Je ne sais pas pourquoi, mais il avait tendance. Mais bon, ce qui n'empêche que j'ai gardé de très bonnes relations avec lui, et très respectueux. Après, on a eu des confrontations entre
le Paris Saint-Germain et Bordeaux, des matchs costauds. Et non, j'ai gardé beaucoup. Mais bon, c'est vrai que, ouais, ben, comme on dit chez nous, voilà, le bistec, il faut le chercher pour le mettre dans l'assiette, donc pas de cadeau. Mais alors, quand tu as des confrontations un petit peu musclées comme ça, est-ce que c'est un peu comme les matchs de rugby, c'est-à-dire que pendant 90 minutes ou 120 minutes, c'est vraiment t'es à fond, t'es intense, t'as pas d'amis sur le terrain qui ne portent pas le même maillot que toi, et après, tout redevient comme avant, vous redevenez potes, ou est-ce que tu as des joueurs qui avaient encore des rancunes vis-à-vis de Non, toi je parce crois qu'un qu'il match s'était déroulé de y a manière beaucoup de un peu respect, ouais. physique? Beaucoup de respect quand même. Sur le terrain, eh ben, chacun utilise ses qualités hein, d'une façon ou d'une autre, mais je pense il y a il y a beaucoup de respect. On a même, quand on en reparle, on en rigole, quoi. Je veux dire, voilà, il s'était passé ça, il y a eu ça, tu te rappelles, bon, et c'est toujours, mais bon, après, quand on jouait dans des grands clubs, les deux, à Paris, l'autre à Bordeaux, il n'y a pas de cadeau. Puis nous, quand il y a des bijoux comme Gigi, tout ça, tout, il faut pas y toucher, hein. On protégeait maximum nos perles, et par moments, c'était musclé, quoi. On a fait des matchs assez costauds, mais bon, je pense que ça n'a jamais dépassé, la limite, quoi. Beaucoup d'engagement, beaucoup de détermination, c'est ce qui faisait aussi nos qualités, quoi. Je veux dire, c'est ce qui nous permettait de nous exprimer, d'être bon et de pas passer à côté de la confrontation comme ça. Mais bon, voilà. Non, mais je me rappelle, au Racing, c'était un match de Coupe de France. Hein. Je sais pas, ça devait être dans les années 84, un truc comme ça. On avait joué sur terrain neutre, on jouait à Lyon, et rien était Ali qui était bien aussi, hein, c'était pas mal. Mais pareil, quand on se voit, je trouve qu'il y a beaucoup de respect, quoi. On se, allez, on se filait pendant 90 minutes, et puis bon, on se tapait sur l'épaule, et puis que le meilleur gagne, quoi. Je veux dire, c'était toujours comme ça. Ouais. Je crois on peut aussi avoir du tempérament. On a croisé des joueurs qui avaient du tempérament aussi, et puis faire ce qu'on a à faire dans le bon sens du terme. Et pendant cette période-là, 83-88, Bordeaux marche sur le football français. Hein. C'est vraiment, comme disait Michel, la période dorée de Bordeaux, avec énormément de titres, toujours des places. Franchement, il y a pas de compétition. C'est vraiment Bordeaux la meilleure équipe. Comment t'expliques le succès, et après, comment t'expliques justement les difficultés à partir de 88? Ben, écoute, je dirais que ça va un petit peu de pair. Hein. Le succès a été qu'il y a un bonhomme qui est arrivé à la tête du club, Claude Bess, qui s'était entouré de gens comme Didier Couico, des jeunes de tempérament qui représentaient Bordeaux. Bordeaux a toujours été une équipe de joueurs de tempérament costauds qui lâcheraient. Je pense que l'arrivée de Claude Bess, qui était quelqu'un aussi où c'était blanc, c'était pas noir, c'était pas blanc, et il mâchait pas ses mots. Et puis là, il a fait comprendre un petit peu ce qu'il attendait de ce monde du football, et il nous a construit avec l'équipe, a construit avec des Bernard Lacombe, des Gremlich, des Alain Giresse, des Maurice Trésor, des Patrick Battiston. Quand on parle de 82, ils y étaient tous. Hein, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. On avait parlé dans la première partie, mais pour moi personnellement, ils sont venus me chercher, et tant qu'ils m'ont pas eu, ils m'ont pas lâché. Après, on a eu les deux frères Vijovic, Zoran et Zlakou, mais il y avait Thierry Tussaud. Il y avait toujours un noyau de joueurs qui était très présent, très costaud, et je crois que c'est ce qui faisait aussi notre force. Ça a été des années de combat avec Marseille, qui avait une autre façon un petit peu de voir les choses. On parlait tout à l'heure de reconnaissance. Je crois qu'à Bordeaux, j'ai vraiment été reconnu. Hein, et les gens ont été extraordinaires pour moi. C'est un passage footballistique assez extraordinaire. Je veux dire, bon, j'ai passé presque 10 ans. Ça a été que du bonheur, quoi.
public, quand on revit des matchs contre la Juve, tout ça, on a tout fait exploser, quoi. C'est magnifique, quoi. Moi, j'ai mis du temps là aussi à m'évader, à partir, à aller ailleurs. Et je regrette pas du tout de l'avoir fait, quoi. Là, c'était pour moi un pur bonheur, quoi. Le 4 sudiste, c'était assez rigolo et on a mené un peu de. Bordeaux, c'est toujours un peu la ville un peu Un peu guindée, un bien, peu bourgeoise. Ouais. voilà, un peu bourgeoise, tout ça. Et on a mené un peu, je pense, un petit peu de folie, un petit peu de. Ça a bougé un petit peu tout le monde. Bah, c'est vrai qu'avant ton arrivée et celle des trois autres sudistes, comme tu dis, Bordeaux a souvent eu de belles équipes, mais là, c'est une équipe qui est non seulement belle à regarder jouer, mais qui est ultra compacte, ultra solide, qui sait mettre le pied Oui, oui, non. quand il faut le faire, ce qui n'était Non, pas mais vraiment le cas avant. ça, tu sais, on l'a appris aussi au niveau européen, hein. On s'est rendu compte que 82, c'est la première année où j'étais là, on se qualifie à Coupe UEFA. On va jouer à Iéna, on joue à 3 heures de l'après-midi. C'était encore l'Allemagne de l'Est. Bon, tout était fait. Si tu pouvais aller au stade en faisant 10 mètres, eux, ils te mettaient 3 kilomètres. Tout était fait pour te perturber, pour t'emmerder, tout ça. Ça nous a fait grandir, quoi. Dans la rigueur, dans l'agressivité, dans la détermination. On savait que on avait compris que quand on faisait l'Europe, à un certain moment, si tu étais pas costaud sur le plan athlétique, tu allais pas loin, quoi. Tu faisais pas de vieux os. Alors ça n'empêchait pas qu'on jouait au football, hein. On était capable, on avait les joueurs qu'il y avait, c'était remarquable. Mais bon, il a fallu pour expliquer un peu que les choix de Claude Bell, de Didier Couécou, tout ça étaient. Je sais pas si tu as connu Didier comme joueur. Il jouait à Vincent, donc c'était un gars à Vincent qui remplaçait les défenseurs, quoi. C'était un garçon très. Voilà. Ils avaient décidé de bâtir comme ça, et puis Claude Bell avait un tempérament aussi comme ça. Et je crois on a fait une décennie assez extraordinaire. Et moi, je suis parti en 88, je suis revenu sur Nîmes. Et ça a été pas une déception, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, l'évolution du club. Les structures avaient été augmentées, le stade, le camp d'entraînement, tout était magnifique. Et puis bon, malheureusement, je sais pas ce qui s'est passé dans la gestion. Il y a eu, je pense, quelques problèmes qui ont fait que le club est redescendu bien bas et a eu du mal même est tombé. Et puis après, pour se relever, a eu beaucoup de mal pour trouver et je sais pas s'il le traîne pas encore, parce que quand je vois ce que je vois, je me pose plein de questions. Ouais. Alors, est-ce que tu fais partie de cette brouette de joueurs qui sont considérés comme transférables par Bèze Parce que Bernard Pardo nous racontait je crois que le club venait de terminer deuxième et Claude Bèze annonce au vestiaire qu'ils sont tous transférables. Tu faisais partie de cette... Non, 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 d'accord. non, ça c'est, comment il s'appelle, tu m'as dit qui c'est qui t'avait dit ça, Bernard? C'était Bernard Pardo, ouais. C'est plus tard. Après, juste derrière nous, il y a eu Zizou, Dugas, l'année où ils font, je crois, la finale de l'UEFA, non, c'est ça, ils font Finale de Ribéry. UEFA, je crois que c'est 95 peut-être. Ouais, un peu plus tard, ouais, c'est ça. Et donc, non, j'ai pas vécu ça. Mais il était capable à l'époque, on avait eu des problèmes avec la presse. Il les avait sortis à lui tout seul, quoi. Je veux dire, il les avait virés du canal de Panama en les attrapant par le callback et en leur disant, vous n'avez plus rien à faire ici. C'était quelqu'un de, il n'avait pas que des paroles, quoi. Ouais. Et c'était, moi, j'aurais pu, c'est plus un secret, mais j'aurais pu peut-être partir à Marseille. À l'époque, c'était la guerre, la guerre. Bèze tapis, mais il y avait beaucoup d'échanges entre les deux équipes quand même. C'est ça qui est rigolo. Et voilà. Et après, bon, Bernard Tapie, un jour, me dit, René, vous ne devriez pas venir avec nous. J'ai dit, écoutez, je suis dans la meilleure équipe française, je ne vais pas tout casser, puis je me plie, je suis bien, donc je n'avais pas bougé. Mais c'est vrai que, bon, voilà, c'était des périodes où, bon, après, Gigi est parti, qu'est-ce que c'est qu'il y a eu? Il y a eu, bon, il y a eu plein Tigana de aussi qui est transactions. parti. Il y a Ouais, eu, ouais. moi, j'étais, en total, je suis revenu sur Nîmes et j'ai continué la remontée de Nîmes, du Nîmes. Alors justement, Nîmes, ça fait très film.
C'est le retour capitaine, le retour de l'enfant du pays qui revient pour un dernier challenge. Et tu les fais remonter en première division et ensuite tu raccroches les crampons avec le sentiment du devoir accompli. 91, ouais, 91, avec un jubilé après, avec une variété où j'ai une de mes plus belles joies, une très belle joie, c'est d'avoir pour mon jubilé Johan Iskens, qui était pour moi un phénomène, quelqu'un que j'allais voir jouer d'ici. Et à l'époque où il était à Barcelone avec Johan Cruyff, j'étais émerveillé par ce garçon qui jouait à l'Ajax. Bon, il était déjà très connu. Mais bon, quand tu as 100 000 personnes, New Camp qui scandent son nom, il revenait de blessure, je ne me rappelle plus quel match c'était Barcelone, je ne sais plus qui. Ça te... Et puis bon, les choses ont voulu que il est venu aux variétés, il a fait, et puis moi j'ai fait mon jubilé en 91, et j'avais dit à Jacques à l'époque, en gros, écoute, mon plus beau cadeau, j'en ai eu deux cadeaux humainement, c'est Mandela en Afrique du Sud, et de croiser des gens comme ça, et Johan Iskens qui était pour moi, ouais, c'était mon idole. Ouais. Lui, tu regarderas un petit peu, enfin, c'est un peu Nobistai. Nobistai, 66, Coupe du Monde en Angleterre, pas plus grand que Gigi, moins costaud, mais une teigne. C'était un joueur assez. Je sais pas pourquoi, j'étais tombé amoureux de ce garçon. Tu termines ta carrière à Nîmes, donc tu les fais remonter en première division, tu fais ton jubilé. Tu abandonnes à un moment ta carrière de foot, de footballeur, et tu deviens tenancier d'un bureau de tabac, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Écoute, je redescends, d'accord, c'était Jean Bousquet à l'époque, alias Cacharel, hein, qui me propose un contrat de 4 ans, de revenir, d'essayer de. Je n'étais pas tout seul, hein, on avait une équipe de jeunes qui était là, de bons joueurs aussi de Ligue 2, Georges Dominguez, José Anigo, Alain Bénédé. On avait quand même une équipe qui tenait la route et bon, jouer la montée, c'était quelque chose de bien. Bordeaux voulait me garder, mais des conditions moindres au niveau du temps. Donc là, Nîmes me proposait 4 ans, donc j'avais fait le choix de rentrer à la maison et d'essayer d'avoir un challenge autre que ce que j'avais eu jusqu'à présent. J'arrête en 91. Derrière, je prends le centre de formation. Alors, je suis plutôt une sorte de directeur sportif, hein, un conseiller du président, comme ça se fait beaucoup maintenant. Il y avait Michel Mézières qui était encore au club. Je me suis vite senti un peu inutile. J'avais besoin de. J'arrêtais de jouer. Il fallait qu'il y ait quelque chose. Donc, j'ai voir le président, ce qui est à l'époque, pour lui dire bon, moi, c'est pas une situation qui me convient parfaitement. Et j'aimerais faire autre chose. Donc, j'avais pris le centre de formation. Et je suis resté 2 ans au centre de formation. Puis les choses se sont gâtées, pas pour moi particulièrement, sur ce qui se faisait au club. La chance que j'avais eue quand même de passer dans un grand club, c'est de voir un peu ce qu'il faut faire pour que ça se passe bien, tout ça. Donc ça s'était moyennement passé. Avec ma femme, on se dit, bon, écoute, on va prendre un petit. C'était pas un tabac, c'était une presse-jeu. Presse D'accord. loto, voilà, c'était un petit truc dans Nîmes, là. C'est rigolo, c'est un truc tout sympa. C'est rigolo parce que quand les gens rentraient, ils me voyaient partout, mais sauf moi, derrière un bureau, où on jouait au loto. Bon, je suis resté là. Moi, j'ai pris cette affaire parce que je savais que si j'avais une opportunité, je la vendrais de suite et c'était des choses qui se revendaient facilement. Et voilà, donc, jusqu'au moment où. Toujours d'ailleurs. Ouais, ouais, Elle existe toujours? ouais, toujours. Est-ce qu'il y a une plaque? Est-ce qu'il y a une plaque devant? Ici, travaillé René Girard de 93 à 4... Ici, non, c'est près de la gendarmerie. Ça a été même amélioré. Ils ont fait un superbe truc. Quoi. En 94, je passe mes diplômes que j'obtiens brillamment. Non, je passe mon DEPF, le diplôme qu'il fallait pour. Ouais. J'avais toujours quand même la tête. J'avais toujours la tête au football. Hein. C'était quelque chose. Et puis,
j'ai un copain avec qui j'avais joué à Bordeaux, Joël Lopez, qui était venu, je sais plus si c'est 85 ou 86, qui est un Palois de Pau, qui me dit, j'ai repris le club de Pau, que ça t'intéresserait de venir entraîner tout ça. J'avais pas de proposition au-dessus. Et j'ai pris mes clics et mes claques, on a vendu le tour presse. Et voilà, me voilà parti au Béarn, dans le Béarn, à Pau. Je passe 1 an et demi comme entraîneur national. C'est une expérience. Il me fallait, c'est malheureux. Comme tout à l'heure, tu disais au début, tu disais l'image. Mais il y en a, il faut qu'ils fassent toujours plus que les autres. Ouais, Bah oui, c'est un peu l'image que tu as, enfin en tout cas pour nous en tout cas, c'est ça. Il faut toujours que tu fasses tes preuves. Je fais partie de cette caste. Voilà, il faut toujours que je fasse plus ou que je sais pas. C'est comme ça, ça me fait travailler, ça me fait rester dans le. Et donc je pars à Pau, je fais une saison et demie. Et puis, pareil, Paul fait de gens et si tu colles pas pleinement avec des gens, ça se passe moyennement avec le président. Bon, je m'en vais, j'arrête. Et voilà que Strasbourg est en difficulté. C'était Bernard Gardon, le Directeur sportif, ouais. Le président, c'était Patrick Croisy. Croisy avec les Américains. IMG McCormack. Quand j'y suis allé, bon, le deal était de sauver le Racing. Ce que tu as fait d'ailleurs. Ouais. Qui s'était passé, je veux dire, ça s'était bien passé. Il y avait des garçons comme Olivier Dacour, Gérald Batic, on avait levé l'équipe, quoi. C'était intéressant. Je fais 6 mois, on se sauve, les choses se passent bien. Et bon, ce qui m'avait été plus ou moins promis, je l'avais senti un petit peu, c'est comme dans les boîtes, hein, tu sens les choses quand elles arrivent ou pas. Là, il y avait Claude Leroy, et c'était Mankowski aussi. Leroy, et Pierre Mankowski qui préparait le terrain. Enfin, c'était comment il s'appelle, Bernard Gardon qui ouvrait cette porte-là. Donc, je me suis aperçu à un mois de la fin du truc que je ne poursuivrai pas mon aventure au Racing, mais qui reste pour moi une bonne mise en jambe, je veux dire, au haut niveau. Ça a été quelque chose de super. Ouais, bon club, qui avait des structures intéressantes et des gens intéressants. C'est vrai qu'avec le père Gardon, ça a bataillé quelquefois. Hein. C'était quelque chose. En coulisses, c'était pas une période facile pour le club. Hein. Il y avait une sorte de détestation de la part du public par rapport aux promesses qui avaient été faites par les dirigeants. Il y avait l'ancien président aussi. L'ancien président, il s'appelait comment? Il y en a eu pas mal. Hein. Il y avait eu Egon Gindorf. Il y en avait un autre, c'était Roland Veller. Roland Veller. Ouais, c'est ça. C'était. Il y avait une guerre en interne là, qui était pas simple. Qui avait Corentin Martins à l'époque déjà aussi? Coco, oui, Coco. Ouais. Regardez. Et alors, justement, je vais te demander, qu'est-ce que tu préfères avoir comme type de joueur à coacher? Est-ce que tu préfères un joueur un peu fin, technique, qui suit un peu les ordres, ou un joueur de caractère un peu plus rebelle, comme Olivier Dacour? Tout à l'heure, je t'ai dit modestement que j'étais un joueur assez complet. Et mon esprit s'arrêtait pas dans la composition d'une équipe ou des joueurs qui la composaient moi je veux que des techniciens, moi je veux que des. D'ailleurs, par la suite, que ce soit à Lille avec Marco Baccia, je me rappelle plus avec qui il y avait à Montpellier entre Yekan Bilois et Hilton. Au contraire, j'ai toujours aimé un petit peu ce panaché de joueurs qui savent tout faire. Être capable de jouer au football et puis être capable aussi, comme on dit toujours, avec un tel, on peut voyager, quoi, parce qu'il le faut impérativement. Et donc, fin de l'aventure strasbourgeoise, malheureusement. Je sais que tu as laissé une belle, en tout cas en ayant consulté les forums strasbourgeois, tu as laissé vraiment une belle image au club, en tout cas, mais malheureusement, le Racing ne traite pas toujours bien les entraîneurs qui traitent bien le Racing. On l'a vu d'ailleurs récemment avec Antonetti, qui a aussi été un petit peu embauché pour sauver le club. Il a sauvé le club, mais le club s'est quand même séparé de lui.
tu pars pour une aventure complètement différente. Quelques mois plus tard, tu intègres la DTN et tu vas écrire comme entraîneur adjoint les plus belles pages de l'histoire de l'équipe de France. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te rends compte que ça va arriver tout ça? Est-ce que tu pouvais imaginer Non, un tel destin à ce moment-là? l'histoire de Strasbourg se finit avec beaucoup de déceptions. Gardon était costaud, tout ça, mais je l'aurais affronté sans problème. Je trouvais ça tout simplement dégueulasse. Je n'avais pas apprécié du tout. Hyper injuste. Et je sais pas, enfin bon, quand ça t'arrive, tu penses toujours que c'est. Mais bon. Et 98, c'est 98, champion du monde. Je me retrouve sans emploi, hein, et j'ai un coup de fil. Et bien, Aimé Jacquet qui m'appelle et me dit René, écoute, si ça te dit, je vais prendre la direction technique. J'aimerais travailler avec toi, ça me fait plaisir. Moi, avec Aimé, je venais de passer les 10 ans extraordinaires. Quoi. Je dirais que j'ai été façonné à une moitié par KDFU et l'autre moitié par, ou alors même un quart par Kader et trois quarts par Aimé. Donc, C'est une bonne référence, ouais. je lui dis Aimé, écoute-moi, c'est moi la formation, c'est que j'étais à l'école, je tenais les j'étais pas le maître d'école ni le professeur. Hein, est-ce que je vais être capable quand tu fais dans un amphi, qui a 80 personnes ou 100 personnes, c'est notre métier, mais c'est notre métier très enrichissant qui te fait avancer. Et il me dit, tu seras pendant 4 ans, écoute, bien, si tu veux, tu viens, on fait un essai pendant un an. L'adjoint à Roger, qui prend ma succession, Roger Le Maire. Et voilà, de l'Alsace, parti sur Paris. J'étais parti je lui ai dit, bon, allez, ça va durer 3-4 mois, ça, et puis ça va pas aller plus loin. Et puis j'y ai passé 10 ans. Passé 10 ans à Clairefontaine en tant que cadre technique, avec des gens qui bandent pour le football, c'est le cas de le dire, des cadres techniques. Il y avait Raymond, il y avait Pierre Mankowski, comment il s'appelle, je crois qu'il est décédé aussi. Il y avait Claude Dussault, il y avait Dédé Merel, il y avait le professeur Godard. Aimé avait construit une DTN vraiment ouais, très, très, très football. Quoi. C'est important d'être bien dans un contexte comme ça. Et voilà, me voilà parti pendant 10 ans. 10 ans à former les entraîneurs. c'est rigolo, j'en rigole. Que tu peux nous dire pourquoi tu trouves ça marrant? Parce que tu t'imaginais pas former toi-même des entraîneurs? Non, ouais, tout. Je me serais vu plutôt maçon, caroleur, ça que de m'avoir en train de donner. Mais j'ai plus le goût, quoi. J'ai plus le goût puisque j'y resté 10 ans. Donc, il fallait vraiment que ça me plaise et que, ouais, c'est un truc. Alors, je suis passé quand même 4 ans avec Roger. Bon. Alors explique-nous ce que fait un entraîneur adjoint, l'entraîneur adjoint de l'équipe championne du monde, championne d'Europe. C'était quoi exactement ce que tu faisais? Bah écoute, c'est déjà soulager le numéro un. C'est toujours compliqué, beaucoup de pression, beaucoup de travail. Les joueurs rentrent chez eux, tu les récupères, blessés, pas blessés. C'est d'être un soutien maxi par rapport à tout ce qui se passe. Moi, j'ai passé 4 ans. Je connaissais Aimé. Bon, j'ai pas travaillé avec lui en équipe de France, mais j'avais travaillé avec lui à Bordeaux. Je savais ce qu'il attendait de quelqu'un qui intègre une direction technique comme ça par rapport à lui, ce qu'il ressentait. C'est quand même chapeau. Hein, il n'y avait pas grand-chose à dire. Tout ce qu'il faisait, il le rendait meilleur. Et puis après, je suis tombé avec un phénomène, Roger Le Maire, c'est un mec atypique. C'est vraiment un mec super. Et on a fait 4 ans ensemble pour le championnat d'Europe 2000. On était toujours dans les compétitions comme ça. Il y avait le sélectionneur et puis son adjoint, comme je l'étais avec d'autres personnes aussi aux alentours. Le soir, c'est de veiller jusqu'à minuit, 1 heure du matin et préparer la séance du lendemain, la vidéo sur les adversaires futurs. Il faut que le sélectionneur, même si bon, ça reste le patron, doit être soulagé de tout ça. On doit arriver à lui enlever une charge de travail qui pour lui va lui permettre
de travailler sur des garçons qui tout le monde n'est pas toujours content, faire de la psycho, il faut discuter, faut voir comment ça s'est passé dans leur club. C'est intéressant parce qu'on découvre quand tu es au bord du terrain que tu as Zidane qui s'entraîne, c'est énorme, quoi. Je veux dire, quand il y a Manu Petit qui rouspète tout le temps parce que quand c'est blanc, il veut que ce soit noir, quand c'est noir, il veut que ce soit blanc. Si tu veux, tu vois, tu as une multitude de choses qui se présentent et il faut être là, peut-être même de temps en temps d'aller. Tu vois, il y a eu, par exemple, je te prends un exemple, quand on a à la Coupe du Monde 2002, quand on perd contre le Sénégal, je sais pas si tu te rappelles, Zizou se blesse Oui. La contre le Chine. Sénégal. Je crois qu'il joue même pas contre le Sénégal. Hein. Je crois qu'il joue. Ouais, non, mais il se blesse sur le match amical contre le Sénégal. Donc, et Roger fait rentrer Dugas, numéro 10. Oui. Et il y avait, comment il s'appelle? Il y avait Johan Nico. Johan qui était là. Oui, Johan Nico. Et qui ne comprenait pas, quoi. Enfin, il ne comprenait pas parce que tous les postes avaient été doublés. Donc, en principe, c'était pour la main qui il faut lui. Voilà, donc, passer des journées à ramener au calme, essayer de trouver des arguments, tu vois, et de sortir Roger sur le truc parce qu'il avait d'autres choses. 3 jours après, on venait de perdre Zizou, blessé. C'est compliqué. Il avait autre chose à faire que de. Je dirais pas qu'il perdait pas son temps parce que c'était très important que Yo retrouve de la fraîcheur. Mais il fallait discuter avec lui, il fallait être là. C'est prendre un petit peu du temps qui se repose et qu'on a des joueurs qui ont pas joué, qui font un supplément d'entraînement et il faut être là, voilà, je suppose que Guy fait pareil aujourd'hui. Et puis après, Guy était avec nous aussi, il est venu après. On a travaillé ensemble et on a partagé les choses, mais il faut être prêt pour ça. Il faut pas avoir une arrière-pensée de dire, oh, putain, si ça va pas, il faut se consacrer pleinement à l'équipe et à ce qu'attend le sélectionneur de ta part. Sur l'exemple particulier de Dugas qui remplace Zidane, ce qui n'est effectivement pas du poste par poste, j'imagine que Roger a pris sa décision sans forcément consulter le reste de son équipe. Et peut-être que toi, tu n'étais pas forcément d'accord avec cette décision, mais toi, tu dois quand même l'argumenter en face des joueurs et présenter une sorte de point commun. Tu n'as pas le droit d'aller à l'encontre de. Mais si tu veux, ça se serait discuté avant le match, c'est-à-dire la veille ou le matin. On se serait réunis comme ça a toujours été le cas. On aurait discuté. Chacun dit honnêtement, moi je pense que lui, par rapport à ça, c'est mieux, pas mieux. Mais le décideur, c'est le sélectionneur. C'est lui le patron, c'est lui qui décide. Et voilà. Donc à partir de là, je me rappelle pas combien il avait joué du gars. Ça donnait pas le temps de. La preuve, c'est que Roger a continué sur son idée. Il pensait que c'était ce qui convenait le mieux. On a discuté, on discute. Ça a toujours été très très ouvert. Puis après, il voyait le joueur. Mais ça, c'est avant un match plein, avant un match de compétition. C'est pas juste sur un remplacement. Il avait cette idée. Je pense que depuis un moment, ça avait du côté que Christophe était quelqu'un qui pouvait évoluer à ce poste-là. Voilà, il a mis à ce poste qui pensait le mieux. Mais pour te dire que un garçon comme Yo, enquêter dur. Ça a été difficile pour lui. Il a fallu le remotiver. C'est des moments difficiles. Un peu comme Franck Leboeuf. Hein. Franck avait, comment je pourrais te dire, Laurent se blesse ou je me rappelle plus ce qu'il avait eu. Et il y a eu pas une cabale, mais bon, presque, c'est fini. Franck, pas Laurent, Laurent. Parce que pour la finale 98, c'est ça, parce que Laurent est expulsé en demi, ouais. Tout le monde dit que Leboeuf va exploser contre Ronaldo.
en finale. Tu vois, dans ces moments-là, il faut soulager un maximum le sélectionneur pour rattraper un garçon qui ben ouais. Mais au championnat d'Europe, il n'a pas été suspendu, Franck? Je sais pas, hein, en 2000. Je me souviens plus, ça fait, on peut Enfin, vérifier bon, rapidement. c'est pas grave. Donc, tu vois, c'est tout ce genre de choses qui étaient importantes, quoi. Par rapport à 2000 et la victoire en championnat d'Europe, il y a un petit plus, René Girard, qui explique qu'à un moment donné, on a gagné. Est-ce qu'il y a le petit effet René Girard, même dans l'ombre, qui a fait, d'après toi, qu'il y a quand même au bout du compte une victoire? Oh, je sais pas, c'est des garçons qui ont une expérience assez énorme, quoi. Je veux dire, ça arrive des plus grands clubs européens, en Angleterre, en Espagne, partout. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir le respect de ces garçons. Qui te regardent pas de haut et qui te disent pas, donc, beaucoup me connaissaient, j'étais tout ça, mais je, je leur demanderai si ce n'est que l'aventure se continue entre nous et qu'elle se passe pour le mieux possible. C'est des moments forts que tu vis. Il y en a que tu apprends à mieux connaître. Et ça, c'est important. C'est important de se savoir, je dirais pas aimer parce que c'est exagéré, mais reconnu. Parce que tu sais, les joueurs, qui c'est celui-là, il a joué où, qu'est-ce qu'il a fait, bon, quand tu dis, bon, il a fait la Coupe du Monde, ça peut, ça peut aider. Après, il y a le relationnel qui rentre en ligne de compte, il y a tout ça, mais ouais, ça peut filer un coup de main, qui te regarde, ouais, pas de haut, quoi, je veux dire. D'abord, je l'aurais pas toléré, et puis bon, ça aurait pas fait avancer le schmilblick, quoi, je veux dire. Mais bon, il savait aussi que il pouvait compter sur moi à 250%, quoi. Ça, c'est une certitude. Pour revenir un peu sur cette question, Guillaume, ouais. Est-ce que tu as quelque chose dont tu te souviens durant cette période qui est vraiment pour moi l'âge d'or parmi tous les âges d'or de l'équipe de France? Alors, la France a gagné un autre championnat d'Europe, elle a aussi gagné une autre Coupe du Monde, mais cette équipe de 88, 98 à 2002, c'était une équipe mais juste hallucinante et je pense qu'on se rend pas vraiment compte de la force de cette équipe, la force collective. Elle était incroyable en défense, elle était magnifique à regarder au milieu et puis elle était fatale en Ouais, attaque, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment. qualité de jeu, sincèrement, j'ai vu, on a eu de belles équipes après, avant, mais je crois que moi je te dis, quand on faisait les entraînements, comme je viens de te raconter tout ça, tu regardes, tu remontes la touche. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est de la magie, quoi. C'est vrai, c'était extraordinaire, quoi, ce qui se passait, avec une facilité, faire des choses venues de notre monde, quoi. Je veux dire, c'était des mecs comme Yuri Djorkaeff, tout ça, puis la qualité des bonhommes, quoi. C'est des choses qu'on oublie un peu trop rapidement, mais la qualité des bonhommes, c'est primordial, quoi. Je veux dire, des gens sur qui tu puisses t'appuyer, que tu puisses discuter. Mais quand De Sailly, ils avaient tombé le mur de Berlin, mais il en avait reconstruit un autre, lui. C'était un monstre, quoi. Je veux dire, c'est des gens, Melisa, on en a eu des sacrés joueurs, hein. Moi, chaque entraînement, c'était le pied. Et si tu veux, là où je crois que tu voulais me poser la question, si j'avais vécu un événement, bon, l'événement le plus dramatique, c'est la blessure de Zizou, le jour du match amical contre la Corée. C'était la Corée, hein, je crois. Ouais. Par contre, tu sens une équipe désemparée sur le moment. C'est la première fois que je voyais l'équipe autant dans le vide. Tu sais, c'était qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il va Mais pouvoir alors, jouer? Il n'y comment avait ça pas une minute s'explique de ça? Parce que l'équipe avait quand même gagné 2 Coupes des Confédérations durant cette période, avec justement beaucoup tu disais toi-même, les postes qui avaient été doublés. Donc il y avait quand même l'équipe qui était habituée à jouer sans Zidane, et pourtant, on sent l'équipe qui se désagrège complètement avant Ah, la compétition. mais c'était Zizou, ouais, il y en a eu qu'un, hein. Il y en a eu qu'un comme ça. Et c'était pas un bavard, c'était quelqu'un qui menait tout le monde par sa prestance, par ce qu'il représentait, par ce qu'il faisait sur le terrain, quoi. C'était un monument. Et je te dis, ça a été des moments pénibles à vivre parce que
il se faisait soigner. Bon, bah, automatiquement, il y a les autres joueurs qui viennent, tout ça. Ça va des autres, tu vas pouvoir jouer, tu vas pouvoir faire, tu vas devenu quelque chose de terrible, quoi. Presque irréparable. Je dirais pas on avait perdu avant de commencer, mais c'était pas loin. Question inverse de ce que je posais sur 2000. Est-ce que en 2002, justement, tu regrettes pas de pas avoir fait quelque chose qui aurait permis de remettre l'équipe de France dans le bon sens? Quand tu dis quelque chose, Bah, on parlait de Mikou, par exemple, c'est-à-dire un choix ou oui. une Fait, décision qui aurait pu souffler à l'oreille de Roger, une remise en perspective d'un joueur, n'importe quoi qui oui, aurait pu si, mais remettre. on les a eu ces discussions, pas sur Johan précisément, parce que bon, Dugas l'avait remplacé en cours de match quand il s'est blessé, Zizou, mais on en a certainement discuté avant le match qui suit, et je suis sûr, on a discuté de ça parce que c'était quand même ouvert, comme je le disais tout à l'heure. C'est pas parce qu'on dit, c'était Roger le sélectionneur qui prenait la décision principale et d'arrêter telle équipe, tel et tel joueur. C'est pas pour ça que on n'en a pas discuté, mais je pense que c'est marrant. C'est que il avait dans la tête, je pense que c'était Christophe qui pouvait, parce que Christophe avait fait des matchs intéressants, il avait élevé son niveau, il avait fait de belles choses. Et je pense que dans la tête à Roger, il pensait que du gars. Alors après, tu discutes, tu dis, mais c'est pareil. Toutes les 30 secondes, on va pas y taper sur l'épaule. Il faut pas faire jouer celui-là, il faut faire jouer celui-là, il faut pas ci, il faut pas mis. Euh, une fois que la décision est prise, tu mets le bleu de chauffe et tu vas bosser, et puis voilà, quoi. Je suis désolé qu'on s'attarde vraiment sur sa décision en particulier, mais c'est vrai que c'est intéressant. J'avais personnellement complètement oublié cette option tactique de Lemaire. Mais toi, c'est une décision avec laquelle tu étais en accord ou tu t'es dit ça peut être intéressant alors évidemment, c'est pas la raison pour laquelle la France était éliminée en 2002. Hein. C'est pas, on va pas mettre ça sur le dos de Non, non. Dugarry. Non, j'aurais peut-être fait différemment. Christophe était un sacré joueur aussi, quoi. Je veux dire, c'est pas le jeune que tu sélectionnes pour la première fois, que tu sais pas ce que ça va donner. Le gars avait montré déjà ce qu'il était capable de faire. Mais c'est vrai que, alors bon, on peut tout, comme en 82, on dit, s'il y avait eu Gérard sur le banc, il pouvait le faire rentrer, tout ça. Tu peux toujours trouver que ça aurait été mieux avec Pierre qu'avec Jacques, hein. Je sais pas, j'aurais peut-être choisi autre chose, hein, mais c'est pas une certitude. Je veux dire, bon, René, est-ce qu'il y a une autre décision, par exemple, qui a été prise que tu penses aurait pu changer le cours de cette Coupe du non, Monde? tu sais, il y avait à l'époque, Yuri était pas un titulaire à part entière, hein, mais comme c'était un homme parce que là, c'est pareil, faut que le joueur l'avale bien, ça. C'est-à-dire que Yuri est un garçon qui acceptait d'être sur le banc, qui acceptait rentrer en cours de match, qui acceptait ci, qui acceptait mi. Mais c'est un garçon aussi qui a, je sais pas, sur le nombre de matchs, il en a fait quelques-uns de titulaires. Finalement, il partait toujours comme remplaçant et finalement, il faisait un nombre de matchs et était présent, très présent. Alors, il y a des joueurs comme ça qui acceptent mieux que d'autres tu aurais pas mis un garçon comme un Manu sur le banc, quoi. Et voilà, ça le mettait hors de lui, quoi. C'était, c'était un autre monde. Ouais. Et ce qui est marrant, c'est que c'est le dernier match de Dugarry, c'est le dernier match de Djorkaeff en équipe de France. Est-ce que du coup, quand tu revois alors, tous les échos qu'on a maintenant, 20 ans, 22 ans plus tard sur cette Coupe du Monde, c'est qu'effectivement, on est tous, c'est l'euphorie totale. Tu as Johnny qui chante, qui dédie une chanson pour les Bleus. Tu as l'équipe de France qui a Lui, dû il aurait perdre fait peut-être. jouer Zazie, hein. Johnny, il aurait fait jouer Zazie, hein. Ah, c'est possible. Et donc on a cette équipe invincible qui gagne tous les matchs, qui déteste la défaite, qui va gagner des matchs. Je me souviens, je crois, au Portugal, ils vont aller gagner 4-0, ils battent la Turquie 5-0 la semaine d'après. Enfin, ils mettaient des tannés à tous les joueurs. Je vais te dire quelque chose. Moi, quand on rentrait au Stade de France, les matchs qu'on a fait avant, pendant, presque, presque, je pensais qu'on était invincible.
presque, je pensais que bon, allez, ce match, on va le gagner parce qu'il peut rien nous arriver. Même si tu étais à 52%, tu étais capable de faire quelque chose d'extraordinaire. Ouais, non, vraiment une force collective incroyable. Et du coup, 22 ans plus tard, ensuite, maintenant, quand on reparle de cette Coupe du Monde, tout le monde dit oui, mais on sentait que l'équipe était en fin de cycle, qu'il y avait trop de sollicitations autour de l'équipe, que les joueurs étaient tirés dans tous les sens, qu'ils étaient fatigués, etc. Alors, où se situe la vérité? Est-ce que c'est un enchaînement de circonstances avec la blessure de Zidane et peut-être quelques mauvais choix tactiques de Lemaire qui avait un petit peu aussi cette, pas cette paranoïa, mais on sentait aussi que lui, il a été sous-estimé, puisque c'est quand même un des rares, si ce n'est le seul entraîneur qui gagne et le championnat d'Europe et la Coupe d'Afrique des Nations. Je ne crois pas qu'il y en a eu d'autres qui a réussi à faire ça, qui a quand même aussi champion du monde militaire, qui est bizarrement pas hyper considéré en France non plus, mais qui avait un petit peu cette paranoïa vis-à-vis de la presse. Roger Lemaire, il parlait pas, quand même pas beaucoup, en tout cas dans mes souvenirs. Donc, où se situe la vérité d'après toi? Est-ce que c'est une équipe en fin de cycle ou est-ce que c'est vraiment enchaînement de circonstances? Je ne me rappelle plus qui c'est qui avait arrêté derrière, après. Mais oui, ça commençait à aller. Peut-être une fin, c'est peut-être un petit peu gros, mais comme toute sélection, hein, on a vu les Allemands. Ouais, on a vu l'Espagne aussi qui s'effondre après. L'Espagne, à un moment donné, tu es à bout de souffle, quoi. Je veux dire, il faut Ouais, savoir plutôt bout de souffle que fin de cycle. Je pense que tu as raison. C'est peut-être une meilleure façon de ouais, décrire. je pense que c'est des choses qui sont normales. C'est euh, comme on l'a dit en Corée, les femmes étaient dans les hôtels, tout ça, tout. C'est des trucs. La préparation était aussi sérieuse que n'importe quelle préparation. Mais ce qu'on a occulté, c'était la blessure à Zizou, qui pour moi a été un choc terrible, quoi. Ouais. Alors après, on peut en sortir des choses, hein. Certainement, de 98, 2002, tu as 4 ans de plus, hein. Tu as plus 20 ans, hein. Ouais. Le temps passe, hein. Puis, il y avait peut-être un sujet qu'on n'a peut-être pas trop soulevé, c'est que 98, c'était en France, hein. 2000, c'était en Europe, hein. 2002, Corée. Vas-y. Je me rappelle que Lisa avait demandé qu'on ait des appareils pour faciliter L'humidité. l'aspiration. Ouais. Beaucoup d'humidité. Les gars avaient du mal à récupérer. Ça avait été même soulevé. Et je sais pas si c'était faisable ou pas, qu'on puisse apporter un plus, mais je sais que la pollution, je me rappelle, on s'entraînait au bord de, je sais pas si c'est une 8 voies, 10 voies, 15 voies, enfin bon, on s'entraînait tout près. C'est des choses auxquelles on n'avait pas été habitué non plus. Je veux dire, bon, alors, c'est pas des excuses, hein, c'est pas des excuses, c'est un constat. C'est un constat, Ouais. c'est peut-être des choses, là aussi, est-ce que on aurait pu, nous, avec l'expérience qui est là, qui était là, dire attention, on risque d'être confronté à ce problème-là, ce problème-là, ce problème-là, ce qui nous aurait peut-être fait gagner davantage sur le terrain. Ah, moi, je me souviens d'une Coupe du Monde, vraiment un peu du grand n'importe quoi. Il y a pas beaucoup de préparation. La compétition commençait, je crois, 3 semaines plus tard, en plein milieu, comme tu dis, de conditions super humides. Et finalement, au final, tu vois une équipe du Brésil vraiment surprenante, qui avait compté pas mal de joueurs frais. Ronaldo avait quasiment pas joué toute l'année. L'Allemagne, qui était la seule sélection qui avait eu une longue pause au mois de la trêve hivernale. Et puis, tu as des équipes comme la Turquie, la Corée du Sud, le Japon qui cartonnent. Donc, un peu une Coupe du Monde surprenante, on va dire, qui était. Tu parles de la Corée, là? Ouais, de la Corée, ouais, Ouais. 2002. Ah ouais. Mais tu m'étonnes pas, on se rejoint un peu, hein. Ouais, On se rejoint un peu. Parce qu'on complètement. avait cherché, je te dis, moi, je me rappelle même sur certains entraînements, tout ça. Et comme ça se faisait, on était allé un mois ou deux, on avait fait un voyage là-bas pour aller voir un peu les hôtels, les conditions, tout ça. Et je me rappelle que ouais, Lisa avait dit, il devait être au Bayern à l'époque, donc ça aide, hein, d'évoluer dans des grands clubs, tout ça, il y a plein de choses qui se. Et il avait dit si on pouvait avoir
je sais pas comment ça s'appelle, hein, les respirateurs pour mieux récupérer, pour mieux ventiler. Bon, ça n'avait pas été fait. Pourquoi? Je sais pas si ça n'existait pas. Ça y est, maintenant on sait pourquoi. On sait pourquoi la France n'a pas gagné la Coupe du Monde 2002 parce que personne n'a écouté Elisa. Non, mais c'est des choses qui. Et ça se joue souvent sur des détails, ouais. Et on joue, paradoxalement, on joue une équipe africaine qui est habituée à la chaleur, qui est beaucoup plus habituée que nous à jouer dans des conditions humides. Tu vois, alors je dis pas que c'est ça, mais je trouve qu'on n'a pas trop insisté là-dessus. Ça n'a pas été trop. On a plus parlé, le people s'intéresse davantage, les femmes étaient venues, machin, tout. Ouais. Bon, c'est pas des perdreaux de l'année, les mecs, ils ont 30 ans, ils savent où ils vont. Mais je pense qu'il y avait moi, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu titillé. C'est sortir de l'hexagone, quoi. Je veux dire, quand tu regardes 98, c'est en France, championnat d'Europe, c'est Belgique, Hollande, c'est ça, hein? C'est ce que disait un peu Joël Batz quand il nous parlait de la Coupe du Monde au Mexique, parce que nous, Guillaume et moi, on a toujours été un peu interloqués par ce non-match contre l'Allemagne en demi-finale, puisqu'il y avait vraiment tous les ingrédients pour la revanche, pour un match d'anthologie, et puis ça fait un peu pchit. Et ce que disait Joël, une des possibilités, c'est bon, d'une part, évidemment, l'équipe était cuite physiquement après les prolongations contre le Brésil, mais aussi qu'il n'y avait pas eu, comme par exemple contre le Portugal en demi-finale de l'Euro, il n'y avait pas eu la foule derrière l'équipe de France qui avait peut-être galvanisé pour leur permettre de faire un petit exploit. Donc ça rejoint un peu ce que tu dis sur le fait d'être, il ne devait pas y avoir une énorme colonie française, j'imagine. Ouais, c'est des petites choses, mais qui peuvent compter. Ouais, c'est important. C'est important. Alors, tu avais promis de faire 1 heure, donc on va vite maintenant passer aux espoirs, où tu as passé comme un bon moment. Tu as un des meilleurs bilans à la tête de la sélection espoir. Tu les qualifies pour l'Euro, ce qui a l'air évident, mais ce qui n'est pas du tout la règle, en fait. Hein. C'est quand même très difficile pour un sélectionneur espoir de se qualifier pour l'Euro. Vous atteignez les demi-finales, vous perdez contre le futur vainqueur, une très très belle équipe des Pays-Bas. Si tu devais un petit peu revenir en quelques mots sur ton expérience à la tête des espoirs, quels sont les souvenirs qui te viennent à l'esprit? J'ai passé 4 ans, j'ai fait le tournoi de Toulon qu'on a gagné d'ailleurs. C'était une superbe expérience. On a battu les Portugais, je crois, moins relevé que le championnat d'Europe, mais humainement, avec les garçons, on avait fait un tournoi extraordinaire. Puis on s'était pris au jeu. Toutes les équipes qu'on rencontrait, c'était souvent des équipes comme nous, hein, de grosses équipes. C'était une de mes des premières belles victoires. Puis bon, replonger avec des jeunes, c'était quelque chose de super. C'est pareil. Là, je sortais, je crois que c'est Jaco Santini qui avait pris les A, non? C'est pas ça? Oui, c'est ça. Santini prend les A en 2002 et puis il termine juste après l'Euro 2004. On me demande si je veux être son second. Jaco, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec qui on a discuté. J'ai dit, Jaco, écoute, j'ai fait 4 ans avec Roger. Et aujourd'hui, j'ai envie entre guillemets, de proposer de faire autre chose. Et donc, j'étais parti, et lui, il m'a dit, tu prends les espoirs. Et j'avouerai que ça a été, Talek, comment il s'appelle, Sinama, Tongol. Pongol, ouais. J'avais une équipe de bœuf, c'était, oui, un des super souvenirs, c'est les éliminatoires de l'Euro. On joue en Angleterre à Everton contre l'équipe nationale anglaise. On a fait match aller-retour. On fait match. Il y avait Zuba, Le Talek, Bergogneau. Enfin, il y avait une équipe de rêve, quoi. Touba, Faubert, Toulalan, Ouais, Briand. Faubert, Briand. Ribéry, d'ailleurs, je crois aussi. Toulalan. Alors, Franck, on va y venir. Franck, on fait toutes les qualifs avec lui, tout. Et extrêmement fait pour moi que pour Thierry. Mais Raymond Domenech vient et me prend. C'était la période où il était sur un nuage, il était extraordinaire. Et sincèrement,
c'est pas mon habitude, mais je pense que si on avait eu en finale, on gagnait ce tournoi. Il était en plein le bourg. Donc, le sélectionneur vient te chercher un joueur. Il est là pour ça aussi. Hein, c'était pour. Donc, il a pris Francky. Et donc, gros handicap. Mais je me rappelle, on a joué le Portugal à Braga, là où il y a, je sais pas si vous connaissez le stade de Braga, c'est une grande tribune entière derrière qui est coupée franchement. Et on bat le Portugal 1-0 devant, je sais pas combien il y avait, voire 15 000 personnes. Ça a été quelque chose ouais, de magnifique, de magique. Ouais. Et on se fait sortir en demi, ouais. Les Pays-Bas avaient une très belle équipe aussi. Et voilà, donc j'ai regardé ça longtemps. Il y en a pas beaucoup qui ont fait mieux. Hein. Ça a été une belle expérience. Puis bon, tu découvres des joueurs. Je veux dire. Autant avec les A, c'est des joueurs confirmés, des joueurs que tu connais, Et là, par contre, c'est des mecs qui tu les façonnes pas parce que bon, ils sont dans des clubs, ils jouent déjà, tu vois, mais c'est le pied, quoi. Ils ont un tel. Il y avait Johan Gourcuff aussi. Ouais, Johan qui traînait une pubalgie, alors il avait pas. Mais bon, on avait fait un tournoi, on avait battu, je crois qu'on avait battu l'Allemagne. Ouais, ça avait été. Et il y Ouais, avait vous Rio battez Malouba. 3-0, ouais. Rio, ouais, Vous battez Rio les Allemands Malouba. 3-0. Ouais, Rio marque un but, il traverse tout le terrain. Mais bon, ouais, non, c'est une superbe expérience. Hein. Ça a été. Ah, c'est bien parce que quand tu les revois comme ça, c'est des bons moments de passer. On vieillit vite, hein, on prend de l'âge, tout ça, et c'est bien de retrouver tous ces garçons, hein, de voir il y avait tout là aussi, Oui. Jérémy, ouais, qui était à l'époque, qui était un sacré meneur, hein, c'était solide. Hein. Oh non, non, c'était bon moment. À ce moment-là, tu as soit quand même une réputation, parce que comme tu le dis, en espoir, c'était pas si facile et on connaît peu de sélectionneurs qui ont du succès en espoir, beaucoup plus dans les générations d'avant, en 18, en moins de 19, en moins de 16, mais espoir, ça n'a jamais été un grand succès pour l'équipe de France. Donc, tu jouis d'une bonne réputation et pourtant, ton contrat à la DTN est pas maintenu Alors, et tu dois je vais, partir. je vais te dire, encore une fois, c'est peut-être moi qui suis con, hein, mais j'en doute pas. Je, je repars, comme tu dis, j'avais un contrat qui courait. Ouais. Et Gérard Rouillet a voulu mettre à tout prix, Pierre Manconski. Montbert. Non, Non, Montbert. Montbert. Eric Mombert. Et Pierre Voilà. Mombert. C'est arrivé. On était en plein tournoi. Il nous restait un match. Comme si c'était Israël. On était en pleine qualification. Et il vient, il me dit, tu vas pas. Je dis, pourquoi je vais pas? Je vais. Et il me restait 2 matchs. J'avais la place de qualifier l'équipe, tout ça. Donc, non, bon, mais c'est comme ça. D'où mon départ et ma non-prolongation avec la fédération. Je suis parti de la Fédé parce que Aimé était plus directeur technique national. Jean Rouillet, c'est pas, oui, il ne veut pas me porter à son cœur et donc il avait pris la décision de mettre. Bon, moi je ne demandais pas, il n'y a rien qui m'appartient, hein, c'est comme ça. Mais c'était quoi? Il te donne une raison particulière ou pas du tout? Oui, celle que je viens de te dire que. C'est juste il a envie de mettre Eric, voilà. Voilà que j'allais pas me qualifier, qu'il fallait que Sachant que Montbert ne qualifie pas l'équipe en 2009 ou en 2011. Hein. Il faut attendre 2013 pour que l'équipe se qualifie de nouveau. C'est ça qui est déroutant. En plus, j'étais dans le truc, tu vois, avec les joueurs. Et il m'en restait 2 matchs. Il y avait la place de passer. Ouais, je me rappelle plus. Je te dis, je sais pas si c'était Israël. Il y avait une équipe qui était moyenne. On pouvait passer. Et bon, il vient me dire ça. Je dis, écoute, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que l'équipe joue plein. Et voilà. Mais quand tu en parles, tu as l'air hyper calme, René. Ouais, j'allais poser la question. Ma mère, elle fait exactement pareil. Elle revit une scène qui a rien à voir avec ce qui s'est passé réellement. C'est-à-dire que moi, j'étais très calme. En réalité, pas du tout. Mais est-ce que c'est le cas? Non, mais bon, j'ai trouvé ça tu vois, pour moi, le football, c'est pas ça, tu vois. Je trouve ça tellement bas. J'avais trouvé ça tellement
pas très. Alors bon, c'était le patron, il faisait ce qu'il voulait, hein, il avait décidé ça, mais moi je trouvais que c'était injuste. Ouais, quand il m'a dit ça, j'étais pas très content. J'étais pas très content parce que j'avais la place de. Et en plus, il y a un truc qui. Moi, j'étais un petit joueur, un petit entraîneur, mais enfin, bon, j'ai gagné quand même quelques bricoles. Et ce que j'aurais aimé, c'est ce qui va se passer maintenant, c'est de faire les JO. Tu vois, ça va être Ouais. quelque chose de super humainement, hein, humainement, physiquement, championnat d'Europe, tout ça, je pense que c'est au-dessus parce que tu te concentres que pour ça. Mais JO, c'est un truc que j'aurais aimé faire, mais bon, c'est comme ça. Quand tu n'es pas sur le terrain, tu peux pas te qualifier, quoi. Alors, je vous demande pas d'analyser, mais la réputation que je peux avoir, des fois, elle n'est pas usurpée. C'est-à-dire que quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Quand j'ai quelque chose qui va pas ou quand on me prend pour une truffe, j'ai horreur de ça. Et chaque fois que je suis parti que ce soit à Nantes, des hommes, On va en parler. que ce soit, que ce soit, que ce soit à Lille, mais Lille, c'était un peu plus gentil. Le club était en difficulté financièrement. Il fallait faire autre chose. Moi, j'étais venu comme je l'ai dit à M. Sédou, j'ai dit, moi, je suis pas venu ici pour m'amuser. Je suis venu ici pour gagner des trucs. Si vous me vendez il me vendait Calou, il vendait, l'année d'avant, il avait vendu Debuchy, Cabaye, Gervinho. Alors, la première année, bien sûr, on fait la Champions League, les éliminatoires de la Champions League, tout. Alors, si tu montres qu'avec une équipe moyenne, enfin, par rapport à ce qu'ils avaient fait, bah, j'ai dit, écoutez, c'est comme ça, je rentre à la maison, quoi. Voilà, c'est pas avec moi que vous continuerez. Alors, chaque fois, c'est toujours ouais. Alors, il y en a qui n'ont pas voulu, certainement, il y en a que je devais gêner, sûrement, je pense. Mais bon, quand on est bien dans sa peau, c'est le plus. Alors justement, dans quelle mesure tu penses que ta grande gueule, hein, je dis ça avec beaucoup d'affection, hein, mais dans quelle mesure tu penses que ça t'a fermé des portes? Alors, moi, je te rectifierai, Ouais. je suis pas une grande gueule. Non, non, mais je le prends pas mal. Hein. Ouais. Non, pas grande gueule, mais ton caractère entier, on va dire. C'est vrai que c'est. Voilà. Voilà. C'est plutôt ça qui m'a nui que le reste. Et je pense que moi, je suis pas copain avec les agents. Je vais pas manger avec eux en permanence. Je veux pas. J'ai rien contre, hein. J'en avais, mais dans l'ensemble, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Alors, ça fait pas toujours plaisir, c'est pas toujours bien. Il faut mieux de fermer ma gueule. Mais si tu veux, et je l'ai dit, j'ai fait des articles dans France Football, tout ça, où je dis que mon caractère m'a été néfaste, quoi. Parce que des questions, je me les pose aussi. J'ai le droit, hein, je veux dire, bon, c'est pas pour ça que je chope le teston. Quand je regarde, 2014, le meilleur entraîneur, 2012, le meilleur entraîneur, 2013, ouais. Ah, tu les as à côté, là. Est-ce qu'on peut les voir pour nos auditeurs? Non, mais bon, c'est un détail, c'est pas. Bah, pour nous, non. Pour nous, c'est pas un détail. C'est quand même 2 fois entraîneur de l'année. Alors, tu vois, ça m'est pas arrivé souvent, moi. la Coupe des Confédérations qu'on avait gagnée, ça, c'est la Coupe du Monde de 82. Tu la vois? D'accord, donc ça, c'est la Coupe du Monde 82. Voilà. C'est quoi? C'est la 4e place? C'est ce qu'on a eu, en 82. Bon, enfin, c'est la Coupe des Confés. Ouais. L'équipe de France. Hein. Ah ouais, classe. Tu les vois? Super. Là, il y a les 3 titres. Hein. Les 3 titres de champion. Là, c'est avec Montpellier, France Football qui est meilleur entraîneur français 2012. Hein. Voilà, donc après, bon, ça c'est Nîmes. C'est qu'on a des crocodiles ici avec. Voilà, tu vois, avec. Magnifique. Mais quand j'étais joueur, et là c'est la. Trophée de champion. Et là, c'est le trophée des champions. Ouais. Wow. Voilà, donc c'est. Alors, des fois, parce que je me la pose la question, je me dis, mais pourquoi tu es con comme ça? Peut-être que j'ai peut-être loupé des choses. Est-ce qu'il y a un exemple en particulier où tu t'es dit, mais qu'est-ce qui m'a pris? J'aurais dû garder ça pour moi. Est-ce qu'il y a un exemple en particulier auquel tu penses? Parce que finalement, tu t'aperçois que
même si tu dis les choses, même si tu es quelqu'un, tu penses toujours que tu es quelqu'un d'honnête, c'est peut-être pas de pousser si loin, mais de se dire, ouais, des fois, je me suis dit, putain, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça tourne comme ça? Ouais. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais du copinage avec certains. Moi, c'est pas mon truc, c'est pas mon truc. Je peux avoir de bonnes relations avec quelqu'un, tout ça, mais c'est pas pour ça que ça doit, en faisant n'importe quoi, ça doit aboutir. Ouais. Et c'est vrai que des fois, tu te poses des questions. Tu te dis, merde, pourquoi j'ai pas, tu vois, à travers un petit peu, bon, c'est gentil, je veux dire, bon, il y en a qui m'ont davantage, tout ça, mais bon, ça fait toujours plaisir. J'ai arrêté. Il y en a qui n'ont rien aussi, hein. Ouais, c'est ça, ouais, tu te dis, bon, mais quand même, c'est accompli. Mais j'avais, Montpellier, c'est le titre, mais c'était pas attendu. C'était pas attendu. On peut pas dire qu'on a fait ça a été une équipe extraordinaire sur une année. Montpellier, c'était une surprise, ouais. Voilà, donc après, il y a eu Lille la première année où il y avait des gros joueurs, tu vois, des joueurs costauds. Ouais, ouais, j'aurais aimé pouvoir avoir une équipe je dirais sous ma couette, une équipe, une équipe euh, costaud, tu vois, Solide. pouvoir, Ouais, très solide. voilà, voilà, tu parles là-dedans, voir ce que tu peux faire quand tu vois qu'avec une bonne équipe, tu arrives à faire quelque chose. Ce qu'on a fait avec Montpellier, c'est irréel, quoi. Dingue. C'est dingue. C'est un truc, bon, tu fais 38 journées, tu en as 37 tu peux en dessous la quatrième place. Oui. Donc, c'est quand même, il y a une continuité, il y a quelque chose qui existe. Mais bon, c'est comme ça. Je pense qu'il y a des choses qui. Et quand même, mon premier sélectionneur, vous avez deviné qui c'est. Le premier qui m'a sélectionné en équipe de France. Première équipe, en équipe de France junior, c'est pas Hidalgo? Non. Euh, Je vais vous aider. Je vous ai parlé d'un Hollandais qui jouait à l'Ajax. C'est Kovacs. Voilà, c'est Stéphane Kovacs qui est le premier qui m'a donné Ah oui. cette opportunité. C'est marrant, hein, Ah ouais. c'est un truc qui. On jouait à la Jamboué à l'époque, et on avait fait un match. Je sais pas, il était là pour sûrement pour voir Jean-Pierre Adams ou Michel Mézières, tout ça. Il était venu me voir à la fin du match. Il m'a dit tu seras convoqué. Bah écoute, voilà, non, Bon. c'est des conneries. C'est marrant. Non. Justement, en revenant sur Montpellier, donc c'est une épopée incroyable. Et effectivement, ça arrive une fois tous les 25 ans ou 30 ans peut-être. Hein, une équipe arrive à se sublimer comme ça. Toi, tu avais un chouchou dans l'équipe. Il y avait un joueur que tu préférais, qui t'a vraiment marqué pendant cette période de Montpellier? Il y avait deux bons mecs. Mais c'est dur d'en sortir un parce que chacun avait son truc. Mais il y en a un qui n'était pas toujours titulaire, qui est rentré, qui marquait, qui a jamais dit un mot plus haut que les autres. C'est Camara. Ça a été un garçon dans le collectif, jamais un mot plus haut que l'autre, jamais frappé à la porte pour dire je comprends pas pourquoi. Pas de problème, coach. C'est humainement et footballistiquement, parce que je crois qu'il a fini dans les meilleurs buteurs aussi. En rentrant comme ça, je crois que chaque fois il claquait, il marquait. Et bon, après, il y a des garçons, qui sont extraordinaires. Des mecs comme Hilton, c'est pas étonnant ce qu'il a fait, quoi. C'est des garçons. Mais c'est dur vraiment, tu vois, de dire, il y a un tel, je te ressors celui-là, ça n'a pas été le plus assidu au poste titulaire, mais finalement c'est lui qui a fait des choses remarquables. Un peu le facteur X de Montpellier à ce moment-là. Et juste pour remettre dans le contexte quand même, hein, c'est Montpellier 14e budget de Ligue 1 qui termine champion de France. Un peu à la même période, on a Ranieri qui remporte le championnat avec Leeds et tout le monde dit Ranieri c'est une légende, il est incroyable, etc. On a
chez nous, René Girard qui fait pareil, avec, je pense, peut-être encore moins de qualité que les joueurs de Leeds. Et pour autant, ok, tu remportes le titre de meilleur entraîneur, mais tu as quand même, enfin, j'ai l'impression que tu n'as toujours pas cette reconnaissance que tu devrais Non, avoir, non, quoi. non, non, non. Non, mais bon, j'ai quelques admirateurs. J'ai quelques admirateurs. Celui des Bah, à RMC. Montpellier, tu dois être une idole, mais ça, c'est un autre sujet. Ouais, ouais, après, comment il s'appelle? Moi, à RMC, rigolo. Mon ami rigolo. Je ne le connaissais pas ni d'Adam ni d'Ève, rien, et il me massacrait Ouais. après tous les matchs. Il m'a massacré après tous les matchs. Jusqu'au jour Ah où je ouais. l'ai attrapé. C'est quand même. Tu Quand vois, tu moi, je dis veux je l'ai bien. attrapé, quand tu dis je l'ai Mais attrapé, c'est-à-dire, on finit par se rencontrer. Tu sais, là. ouais, Hmm. Les stades sont petits, les couloirs sont pas toujours immenses. Des fois, tu peux te croiser comme ça. Voilà, je lui dis, comme je te parle là, ce que je pensais, que c'était un connard, c'est tout. Mais bon, Voilà. c'est des gens, ouais, mais c'est des gens, tu vois, qui font du mal. Ouais. C'est gratuit, quoi. C'est gratuit. Moi, je ouais. le connais pas, je sais pas qui c'était. Alors, c'est un peu dommage. Mais après, à ma décharge, enfin, à ma charge, j'ai peut-être rien fait pour ça non plus, hein, de pas aller, de pas aller au devant des gens, de pas, je sais pas, c'est vrai que je me la suis, tu sais que moi ici, à Vauvert, là, je sais pas, vous vous rappelez de Victor Ciné, le journaliste Oui, de oui, l'équipe, oui. bah, pour le déplacer, lui, fallait en faire, hein. Ouais. Il était venu pour, quand j'étais en équipe de France junior, pendant ces périodes-là, il était venu me voir ici, c'était dérangé. J'ai jamais, c'était le king Hmm. mais voilà, donc, bon, c'est des petites anecdotes, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme Ouais. ça. C'est comme ça. Donc Montpellier, période quand même vraiment dingue. Comment t'expliques qu'au bout d'un moment, ton aventure se termine à Montpellier alors qu'on aurait pu croire que Loulou Nicolin, qui était quelqu'un avec lequel ça devait bien matcher. Bah, écoute, comment je peux te dire, alors, moi, le fin mot que j'en ai, moi, j'ai passé 4 ans à Montpellier, et un jour, C'est ainsi. je sais pas qui, bon, ça va être un journaliste, j'ai dit, oui, j'ai posé la question là-bas, et j'ai dit, je réfléchis. Je réfléchis si je continue ou si j'arrête. Ah, ça, je l'ai Et pas plu. cette phrase-là, elle lui avait pas, c'était le début de la fin. D'accord. C'est pas grand-chose, hein, c'est pas grand-chose, mais ça avait, C'est le doute. Ça avait émis le doute dans sa tête. ouais, alors que bon, Bon, c'était peut-être le bon moment. Tu avais un ouais, peu réussi tout ce qu'il y avait à réussir à Montpellier. voilà, ouais, peut-être que j'avais tiré le maximum, mais j'avais le droit quand même aussi de réfléchir, quoi, d'avoir une réflexion, quoi. Et tu vois ce Ouais, qui c'est se vrai. passe aujourd'hui, il vire les entraîneurs, il reprend en cours de machin. Putain, tu te dis, attends, attends, qu'est-ce que c'est qu'il y a eu? Ben, c'est le petit Stéphane à Rennes, c'est Hmm. Zachary, c'est C'est Antoine Camboré. Antoine, putain, Antoine, il m'a surpris. Et donc voilà, c'est bizarre, c'est bizarre, c'est un monde où, alors bon, je sais pas, il a peut-être besoin de travailler aussi. Ouais, ça me fait drôle, quoi. C'est des trucs que j'ai du mal à. Mais bon, ça me concerne pas. Lille, on en a parlé. Tu fais deux bonnes saisons, la dernière un peu compliquée. Ensuite, tu pars à Nantes où ça se passe pas très bien. Oui, Alors, oui, qu'est-ce qui explique justement, alors que d'habitude, franchement, tu as un track record toujours effectivement très bon, très rapidement. Et là, à Nantes, qu'est-ce qui explique cette oh, c'est très catastrophe? simple. Avec lui, avec Kita, c'est injouable. C'est injouable. D'accord. C'est, je ne comprends pas, j'ai pas compris, et je crois que je ne comprendrai jamais. Euh, si tu fais les stats, c'est quand même, depuis quand il est à Nantes, comme il a passé 1 heure,
Il doit être à 15 ou 16, je sais pas. C'est énorme, c'est énorme. Par saison. C'est, Ouais. oui, oui. En tout. Ouais. Par saison, je sais. Ça peut être mal. Ah, mais c'est incroyable. Moi, j'ai compris C'est de un suite. club qui était d'une stabilité d'entraîneur de dingue et qui a effectivement une versatilité énorme. Je suis pas resté longtemps, mais je suis pas resté longtemps, mais le peu que je suis resté, j'ai compris que si ton métier, tu le passes plus derrière les bureaux que sur le terrain, j'ai compris que on prend les 6-0 contre Lyon à la maison, qu'il y a un groupe qui est mort, quoi. Je veux dire, lui, sorti, c'est lamentable, quoi. Tu peux pas construire quelque chose de fort avec, bon, l'équipe était moyenne, c'était pas, mais bon, tu pouvais, mais à partir de là, il faut autre chose pour tenir en première division, quoi. Je veux dire, et l'autre chose, il y en avait pas, quoi. Il y en avait pas. Il sait pas ce que c'est, Tom. Il sait pas ce que c'est. Et après un 6 contre Lyon, il rentre dans le vestiaire, j'ai dit, stop, fini. Ouais, non, tu te rends malade pour rien, quoi. Je veux dire, ça t'aide pas, ça démonte d'un côté, ça démonte de l'autre, non, bon, moi, c'est c'est le pire des souvenirs que j'ai, quoi. Ah ouais. En plus, j'étais un Bordelais qui allait Ah oui. à Nantes. C'était, chausseux. Et t'as en plus une prise de bec ouais, un peu mémorable avec Coco Ciodo, où je crois que tu dis dans un article que tu vas l'attraper ou quelque chose. Ouais, mais tu sais, à Bordeaux, je sais pas si la cour derrière, à Chamanel-Mas, hein, pas au nouveau, au Racing, tu avais une cour comme ça, tu rentrais dans les vestiaires et puis tu montais, et il était en haut sur la terrasse, comme ça. Et je sais pas, en passant, il me fait la réflexion, il m'allume. Alors j'ai dit, mon tout. Ça, c'est quand tu étais joueur. Ouais. Ah ouais. Ah, je pense qu'il n'a jamais pris le carreau aussi vite. Mais Il a alors, pris ça, très- oui, je l'ai lu quelque part. Mais c'est là que tu l'aurais vraiment. Imaginons maintenant que. non, je l'ai pas touché. Non, non, je l'ai aidé juste à monter dans le carreau rapide. Mais je l'ai pas. Non, non, je me serais pas permis, pour le respect, pour le bonhomme. Non, non, c'était quelqu'un que j'apprécie beaucoup en tant que coach. C'est pas. Mais bon, c'est un allumeur de première. Ah bah, il était connu pour avoir la langue bien pendue, Coco. Qui lui? Ouais. Oui, oui. Oui. Mais alors, tu penses du coup que les dés étaient pipés dès le début à Nantes. Tu avais d'une part Kita Ouais. qui est pas très stable, on va dire. Et derrière, Suodo qui peut-être te mettait Ouais, du enfin, non, à savon Nantes, sur la planche. ils devaient se retrouver entre eux. À Nantes, je l'ai jamais vu. Je sais pas ce qu'il faisait. Non, non. Il devait pas Non, mais je pense pas. m'insensibiliser. Je pense qu'il est pas. Ouais, je pense pas qu'il était dans le sens Kita non plus, Coco Sodo. Hein. Je pense Non, qu'il non, a je rien pense fait. pas. Ouais, mais bon, l'autre, je sais pas. J'ai toujours pas compris. Tu construis d'un côté et il démolit de l'autre. Bah, C'est Guillaume était un compliqué, hein. grand fan de Nantes, hein. Donc, Ouais, ouais. Bien Non, sûr. mais bon, c'est 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 une ça, catastrophe. Hein. c'est une ville de football. Ouais. Mais bon, il te pourrit tout, quoi. Je peux pas. Moi, ce que j'ai vécu, je peux pas dire du bien sur cet homme. Je suis désolé, mais bon, j'ai rien contre le football club de Nantes. Au contraire, je veux dire, bon, voilà. Mais bon, là, c'est ingérable. Il tue ce mec, mais ce que je constate, c'est que, comme je dis, c'est le nombre d'entraîneurs qui sont passés, ce qu'il a fait. C'est quand même assez dingue hein, parce qu'effectivement, il a dû avoir 20 entraîneurs ou 15, allez, on va dire. Et il n'y en a aucun qui a un mot positif pour lui. Il y en a aucun. Il y a aucun des 15 qui a au minimum une vision un peu balancée en disant ouais, mais quand même, c'est vraiment que des critiques. Ah ouais, non, mais je te dis, j'ai beaucoup de mal. Je trouve, je trouve, ouais, tu as dit le mot, il n'y a rien de positif, quoi. Ça va bien pour un match, puis après, ça explose, puis il y a le fils qui arrive, puis un machin, puis, mon Dieu, où tu vas comme ça, c'est dramatique. Parce que, tu sais, en plus, ils te font douter, ces gens-là. Tu te poses plein de questions. Alors, comme je dis, peut-être c'est moi
je suis con, mais dans la question, il faudrait qu'il se la pose peut-être, parler de bien entraîneur, de tout ça. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont fait mieux. Hein. C'est un record. Hein. C'est un record. Et bizarrement, tu n'as jamais été lié à Bordeaux pour le staff technique ou pour être entraîneur ou quoi que ce soit? Ouais, non. Ouais, j'aurais bien aimé, mais il y a toujours eu des chemins qui m'ont pas appelé, quoi. C'est un club où j'ai quand même le taf. Et ouais, j'aurais bien aimé, mais tu sais, le problème, je parlais des hommes, changé. Hein. Aujourd'hui, il y en a un, il y en avait un autre avant, il y avait ça a beaucoup tourné aussi. Hein. Et donc, quand les opportunités se sont présentées, ils ne pensaient pas particulièrement à toi. Quoi. Je veux dire, un garçon comme Gigi, il va entraîner au Bénin, il va entraîner chez les Papous, là. Je crois que c'est pas un garçon qui doit mériter que le club il fasse attention. Quoi. Je veux dire, je sais pas, il y a des gens qui arrivent dans le football où tu leur fais peur, où tu les gênes, où tu les empêches de faire ce qu'ils ont envie. Ouais, aujourd'hui, je suis assez libre de dire ce que je pense. Mais pourquoi tu fais peur? C'est ça qui est étrange. Alors, tu as un franc-parler, d'accord, mais. Peur, ouais, non, je suis pas dans je suis pas Don Corleone, je suis pas, Bah je oui, suis c'est pas, ça. C'est ça qui est étrange. non, mais parce que je pense qu'aujourd'hui, parce qu'on est dans une nouvelle ère, voilà, de l'OPS, il y a plein de gens comme ça, j'ai l'impression qu'ils ont envie de, c'est un peu quittable, ouais, c'est différent. C'est un peu le Kita du Sud-Ouest, ouais. C'est un petit peu pareil, tu vois, c'est des gens qui veulent, quitter, ils travaillent avec un Belge, un agent, tout ça, les mecs, ils te frappent à ta porte, ouais, on prend un tel, et on se dira quoi? Tu, tu, non, c'est terrible. Et de plus en plus, il y a des gens comme ça, et si tu les perturbes, ben, la meilleure solution, c'est de t'écarter. Hein. Comme je dis des fois, moi, je dis, j'aime pas les gens qui gagnent. Tant pis, hein, tant pis. C'est une réponse un petit peu au terrain, quoi. Moi, je tiens pas à ce qu'on me dise c'est le meilleur entraîneur du monde. C'est pas ça. Mais c'est de vivre des choses fortes. Et bon, il y en a pas 50 000, mais il y en a quelques-unes et je dois rien à personne, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça. René, on a pris déjà beaucoup de ton temps. On va faire ce qu'on appelle les questions mitraillettes, où c'est des questions où ça ne devrait pas te poser trop de problèmes, où il faut faire preuve de franc-parler. Tu réfléchis pas, tu réponds à l'instinct. Est-ce que tu es prêt? Allez, on y va. Quel est ton club préféré? Nîmes Olympique. Le joueur le plus fort que tu aies vu jouer? Zizou. Le plus gros regret de ta carrière d'entraîneur? De pas avoir la chance d'entraîner dans un grand club, même si les clubs que j'ai entraînés étaient des très bons clubs. La plus grosse bagarre auquel tu as participé? Footballistiquement ou Comme tu veux. Comme tu veux. Les deux. non, je suis un bagarreur sur le terrain, mais je suis pas un bagarreur dans la vie. J'emmerde pas les gens. Mais bon, faut pas me chercher. La plus grosse fiesta d'après-match? Oh, la plus grosse fiesta. Annick, d'où c'est que tu m'avais ramené en voiture? Ben, c'est à Bordeaux le premier titre. Quand j'étais bourré que tu m'as ramené, c'est le premier titre à Bordeaux. Ouais. D'accord. J'étais rentré, j'étais d'équerre, j'étais. Bah, on pouvait, mais c'était le premier. Et Bordeaux, depuis 51, je crois, ils n'avaient rien gagné. Alors, ouais. C'était chez. Ouais, c'était un boîte. Ouais. Est-ce que Claude Bèze se joignait à vous pour les grosses fiestas comme ça? Non, mais ce jour-là, il y avait aimé. Et Ah ouais? faut le prendre en photo pour. C'était très rare. C'était très rare. Je pense que quand tu vis des choses comme ça, tu as toutes les vannes qui s'ouvrent. Hein. C'est des grands moments. Une anecdote footballistique que tu n'as jamais avouée à ta femme? Bon, ma femme sur le football, elle sait tout de moi. Bon, je vois pas ce que j'aurais pu lui cacher footballistique. Hein. Bon, elle est juste à côté aussi. Hein. C'est peut-être qui explique le. Non, Je rigole. Je rigole. Ton président préféré? mon président préféré. Oh putain, c'est des questions, ça. Hein. Allez, je vais dire Claude Bess. Allez. Ouais. Le club que tu aimes le moins?
club que j'aime. On est tous adversaires le soir. Ou avec qui on n'a pas eu de très bonnes relations, c'est la SS. Ça remonte de loin, mais ça remonte. Le joueur que tu n'aimais pas affronter. Alors, j'ai vraiment. Bon, après, on va parler de Gigi, on va parler de. Mais celui que. Il y en a deux. Il y a Safet Souji et le Lyonnais Serge Chiesa. Deux gros joueurs. Hein. Deux gros Le grand joueurs. dribbleur, ouais. Ouais, ça allait vite. Hein. Quel est ton meilleur ami dans le monde du foot? C'est dur. Hein, Allez, je vais donner un tiercé. Leonard Spech, Ouais. Eric Bellus, me torturer. Hein. Ouais. Alors, je vais faire un grand honneur même. Il est parti de la maladie de Charcot dernièrement. C'est Fawzi Mansour, ouais. Avec qui j'ai joué à Nîmes, qui est parti, qui nous a quittés pas très longtemps. Mais bon, c'était un superbe ami. Et à son âme. Quel est le meilleur conseil que tu as reçu dans ta carrière? Je crois que je vais revenir chez Rémi, là, ouais, sur tous les conseils qu'il a pu me donner. Parce que quand je suis arrivé à Bordeaux, j'étais quelqu'un d'impulsif, d'assez, je me contrôlais pas beaucoup. Et mon arrivée ici, il m'a refaçonné, quoi. Tout ce qui me manquait, il me l'a donné. Quel est l'espoir que tu as eu sous tes ordres qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir par rapport au potentiel que tu avais vu à l'époque? Jérémy Ménès. Une raison particulière, tu penses? Écoute, j'ai retrouvé la première année au PFC, là. Il était plein de bonnes intentions. Ouais, il s'est gâché. C'est un garçon qui s'est gâché. C'est dommage parce que moi, je l'ai vu, il était avec Benzema, Hatem, Ben Arfa, Nasri, et lui. Ils avaient été champions d'Europe avec Philippe Bergerot. Et sincèrement, je pense que c'était le plus doué de tous. Mais bon, il suffit pas d'avoir la qualité en football. Il faut la préserver, faut faire le nécessaire. Mais c'était un joueur exceptionnel. Quand tu le compares à un José Touré qui était aussi dans l'effectif de Bordeaux, c'est un peu le même profil, tu penses? Non. José, il y a eu deux José Touré. Le premier qu'on appelait le Brésilien, et puis le José appelé qui s'était fait opérer du genou, qui est devenu un joueur très très physique, très méchant. Et ça a été un revirement de situation. Hein. Quand on le surnommait le Brésilien, c'était un gars qui était capable de faire des choses sur le terrain exceptionnelles. Et par contre, quand Bordeaux l'a fait signer, le président Bez a fait signer sur un lit d'hôpital. Il a refait le genou. Et là, il a durci son jeu. C'est marrant, mais c'est marrant. Au lieu entre guillemets, d'avoir peur, et ben non, c'est le contraire. Il a durci son jeu. Tandis que Jérémy était tout dans la finesse. Il touchait pas le ballon, il arrivait à te désarçonner. José était un monstre aussi. C'était quelqu'un d'énorme. Et au contraire, le joueur que tu as eu sous tes ordres, qui a eu un destin que tu n'aurais jamais pu imaginer? En bien ou en mal? En mal? En bien, en bien. En bien. C'est-à-dire quelqu'un que tu n'avais pas vu comme ça et puis qui a explosé alors que tu n'avais pas du tout prévu. Ouais, putain. Alors, je cherche loin, moi, il était pas là. Il était pas vrai. Olivier, bien sûr. Olivier Giroud. Ah ouais. Bon, qu'il allait être bon, qu'il allait marquer des buts, je le conçois. Mais qu'il fasse ce qu'il a fait là, c'est énorme. Énorme. C'était, pour nous, un passage extraordinaire. Alors, tu peux en choisir qu'un, Firoud, Lemaire ou Jacquet? Ouais. Aimé. Quel est le match que tu rejoues dans ta tête ou dont tu fais encore des cauchemars? Entraîneur ou joueur? La Juve. La Juve? 85. Un peu que
de se mordre les doigts. Est-ce que tu es plutôt Platoche ou Zizou? Il faut que j'en donne qu'un. Je vais répondre sur les deux, mais juste esthétiquement Zizou, efficacité Platoche. Le journaliste que tu as failli le plus étrangler dans ta carrière. C'est très spécifique. Mais je vais faire gaffe parce que si on en trouve un ce soir dans les studios à moitié mort, ils vont... Alors, Ouais. On a un bon alibi. Hein. Tout Tout est sur vidéo, c'est bon là. T'as un bon alibi. est enregistré. je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a pas d'autres. C'est mon ami de RMC. Ouais, c'est petit bonhomme. Il est par la taille, mais c'est un petit bonhomme. Est-ce qu'il y a vraiment des fois où tu étais très près d'en venir aux mains avec un journaliste et on pose la question parce qu'on a eu Bertrand Demanne sur le programme qui a raconté comment une fois lors un match de Nantes à la Beaujoire dans le salon des joueurs, c'est ça Guillaume, si je me souviens bien, dans le salon des joueurs, il a mis une baffe à un journaliste qui avait été particulièrement critique sans avoir même vu le match. Et est-ce que toi, tu en es déjà venu aux mains ou est-ce que tu as été vraiment proche d'en arriver là? Alors, on joue au match de Coupe d'Europe, Didier Roustan est au match. Pendant le match, il y a deux joueurs, Touvenel et Gérard, qui sont traités de tonton Finger. C'était un samedi, c'était un match de championnat. Bien sûr, on s'intéresse un peu à la presse, on lit. On dit, ami Didier, il s'est lâché. Et il rentre dans le vestiaire comme si rien n'était. Match de Coupe d'Europe le mercredi. Heureusement que le porte-manteau était bien costaud. Voilà. Voilà. Non, c'était. Oui, tu te rentres comme si rien n'était. Vous avez traité de tonton Finger. Il n'y avait rien qui. Je crois que c'était un match contre Saint-Etienne. C'était un match contre Saint-Etienne. Je ne sais pas si on n'avait pas. Cette année-là, je ne sais pas si on n'avait pas gagné 7-1, un truc comme ça. Peu importe. Et le mercredi, on joue en Coupe d'Europe. Et il rentre. Ouais, mémoire toi ici. Voilà. Il y a des anecdotes comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. J'essaie juste de m'imaginer la scène parce qu'il est quand même grand de taille, Roustan, non? Ouais, mais bon, tu sais que des fois, tu décuples la force. Tu sens plus ta force. Non, c'est rigolo. Je pas, pas taper, pas juste lui dire que faire attention quand même. D'accord. C'est mieux faire les passages au côté qu'à côté. Comment quelqu'un d'aussi charmant dans la vie arrivait à se transformer en un tel battant sur le terrain? Ouais, je sais pas. Je sais pas, tu as l'adrénaline qui vient. C'est rien que quand, je sais pas si tu te rappelles de l'ancien stade à Chabannes-Damas, tu sortais là, tu avais les escaliers, tu sortais juste derrière les buts. Quand tu mettais la tête, que tu avais des gens il semble que tu as des ailes, ça te transforme un peu, quoi. Tu as toujours, je sais pas, moi je préfère quand même que dans la rue on me dise, mais c'est rigolo parce que des fois j'ai des personnes à qui sont venues me serrer la main et ils venaient comme ça, ils avaient peur que je leur mange un doigt ou deux. Mais vous êtes gentil. C'est vrai, hein, c'est vrai. Alors que bon. L'ogre de Vauvert. Ouais, non, mais c'est marrant. La réaction des gens, c'est rigolo. Alors que je suis pas du tout comme ça, non. Quel est l'héritage que tu laisses au football? Oh. Grandiose. Non, mais tu vois, je suis dans mon petit village à Vauvert de 12 000 habitants. D'abord, c'est d'être resté ce que je suis. Enfin, je parle pour moi. Puis laisser une petite trace quand même dans le milieu du football, que ce soit au niveau régional, national, international, je suis pas sûr, mais bon, voilà, c'est de laisser une trace de quelqu'un qui a fait son boulot très correctement. Un tricheur. Merci beaucoup René et à très bientôt. Et salut bien Guillaume, et puis à la prochaine. Bien sûr, au revoir. Si vous passez par New York, avec grand plaisir. Hein, C'est bien. Ok. Merci beaucoup René. Bonne À journée. plus.
Au revoir. Merci. C'est la fin de ce deuxième épisode consacré à René Girard. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des légendes. Je vous rappelle que vous pouvez continuer l'expérience, le podcast des légendes, sur notre site web www.lepodcastdeslégendes.com, sur les réseaux sociaux Instagram, TikTok, YouTube et bien sûr Facebook. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes.